Homme de 6 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en préalable, comment ne pas souligner une nouvelle fois l'extrême précipitation des débats qui nuit, selon nous, à leur qualité, vous en conviendrez. Adopté au Conseil des ministres le 7 novembre, ce texte a été examiné en séance publique à l'Assemblée nationale le 13 novembre et le jour même en commission au Sénat. Et il est inscrit à l'ordre du jour de ce 18 novembre. Ce projet qui traite des 476 milliards d'euros du budget révisé aurait sans doute mérité une étude plus approfondie et n'en déplaise à Monsieur le ministre du Budget, la seule performance de présenter ce collectif en novembre et non en décembre ne saurait justifier de nouvelles fois de mépriser le Parlement, ce qui semble devenir la marque de fabrique de ce gouvernement, décidément. Comme l'indique justement Albéric de Montgolfier, rapporteur général au Sénat, je cite, « Sur le plan budgétaire, les grands objectifs gouvernementaux ne sont pas modifiés. » Et c'est bien ce que nous reprochons à M. Macron, à votre gouvernement, auquel vous appartenez, Monsieur le ministre, c'est de demeurer droit dans vos bottes libérales contre vents et marées, en faisant la sourde oreille à la colère qui monte dans le pays, colère fondée sur un sentiment de détresse sociale de plus en plus fort, sur un sentiment d'injustice sociale et fiscale croissant, sur cette pauvreté qui s'étend et s'approfondit. Ce collectif budgétaire aurait dû être le moment, à quelques jours d'une grande mobilisation populaire le 5 décembre, d'annoncer un tournant dans votre politique, ce fameux virage social qui n'a jamais vu le jour, ce fameux acte 2 qui n'a, selon nous, pas encore démarré. Il y avait urgence, Monsieur le ministre, et vous restez les bras ballants dans l'autosatisfaction de votre prouesse calendaire. Entendez-vous la détresse de ceux qui sont plongés dans la pauvreté, eux qui ne payent ni taxe d'habitation, ni impôt sur le revenu, et pour cause. Ils ont disparu de vos radars, sauf quand ils consomment, même chichement, et payent cet impôt profondément injuste qu'est la TVA, impôt qui représente une part 2 fois supérieure à l'impôt sur le revenu dans les recettes fiscales de l'État. Ils apparaissent également sur les radars du gouvernement quand on gèle certains minima sociaux. Et comment ne pas évoquer la scandaleuse et dogmatique réduction de l'indemnisation du chômage ? Oui, une loi de finances rectificative aurait pu répondre à la détresse étudiante, au désarroi des personnels de santé et de bien d'autres catégories en souffrance. L'abrogation de l'ISF, la mise en place du PFU ou flat tax, cela ne suffit pas. Les cadeaux aux riches et surtout aux ultra-riches continuent de pleuvoir. Notons d'ailleurs à l'occasion de ce collectif, le produit de l'impôt sur les sociétés a diminué et que le considérable chèque de 73 milliards de CICE n'a certainement pas été revu à la baisse. Votre projet de loi de finances rectificative ne déroge pas à la règle. Les augmentations de dépenses, liées en particulier aux concessions arrachées de haute lutte par les Gilets jaunes, bien insuffisantes au demeurant, ne vous ont certainement pas conduit à ponctionner le portefeuille des plus aisés de ce pays. D'une part, une conjoncture favorable vous a évité de le faire, les taux d'intérêt bas provoquant par exemple un allègement de la charge de la dette de 1,6 milliard d'euros. De meilleures rentrées fiscales liées à l'efficacité du prélèvement à la source, qui, rappelons-le, contraint plus le salarié que l'évadé fiscal, et de meilleurs rendements bien modestes de l'imposition du patrimoine ont également contribué à soulager les finances publiques. Comment ne pas noter également que le gouvernement a utilisé pour compenser les mesures de la fin décembre 2019 les bénéfices tirés de l'augmentation du prix de l'électricité. Je cite votre rapport. L'augmentation du marché de l'électricité diminue en effet la compensation que l'État doit verser aux opérateurs pour l'accomplissement des charges de service public. Fin de citation. D'autre part, pour maintenir l'équilibre budgétaire, Monsieur le ministre, vous faites également les poches des finances de l'État en effectuant un certain nombre d'annulations de crédits, fonds en réserve ou crédits réellement affectés. La lecture de la liste de ces annulations est édifiante et souligne la coupure de Bercy de la réalité vécue par nos concitoyens. Alors que la crise des universités est là, alors que l'acte désespéré d'un jeune a révélé l'ampleur de la précarité étudiante, vous annulez 322 millions de crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur, dont 34 millions qui auraient pu être consacrés à la vie étudiante. Tant sur le plan pratique que symbolique, cette proposition est inacceptable. Dans le mystère des chiffres se dissimule souvent la violence sociale de votre politique. De même, comment avez-vous pu annuler 74 millions d'euros des crédits affectés à la santé ? Dans quel monde vivez-vous ? Autre exemple, vous annulez 212,5 millions de crédits affectés à la mission Écologie, Développement et Mobilité durable.
Vous diminuez même plus précisément la ligne prévention des risques, quelques semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Cette mesure nous semble tout à fait irresponsable. Enfin, vous annulez trace 308 millions d'euros de crédits de l'aide publique au développement. Quel choix incompréhensible ! Quand M. Macron déclenche un débat de diversion sur l'immigration, il se prive ainsi des moyens pour apporter des solutions de long terme. Ainsi, les choses apparaissent clairement. Pour répondre à une croissance d'une dépense liée en partie à la crise sociale, vous répondez par un nouveau tour de vis austéritaire. Cette politique dogmatique à court de vue est bien loin de ce dont le pays a besoin. Une autre politique fondée sur la justice sociale et fiscale, sur le développement économique. Vous ne saisissez même pas l'opportunité historique des taux d'intérêt bas pour investir pour l'avenir et pour la jeunesse. Vous l'avez compris, notre groupe votera contre ce projet de loi de finances rectificative marqué par l'immobilisme libéral. Merci. Merci. La parole est maintenant à M. Emmanuel Capus.